Je cède maintenant la parole au député de Jean Talon. Vous disposez de 14 minutes 40 secondes. Bonjour, Monsieur le ministre, à vous et à toute votre équipe. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral de Mark Carney vient de lancer la nouvelle stratégie nationale d'électrification qui vise à construire l'infrastructure nécessaire pour doubler la production d'électricité au Canada et à relier les réseaux fragmentés du Canada de l'Est à l'Ouest grâce à la construction et l'extension de lignes de transport d'électricité. Avez-vous été consulté au fin de cette annonce aujourd'hui? La réponse est non. Est-ce que vous êtes préoccupé par le fait que cette stratégie est vraisemblablement l'œuvre de Michael Sebia, qui jusqu'au mois de juin 2025 était le PDG d'Hydro-Québec, qui a démissionné de manière complètement inattendue juste après l'adoption d'un bâillon sur la réforme de l'électricité et du secteur de l'énergie, dont tout le monde sait qu'il a été un des maîtres d'œuvre de cette réforme-là. Est-ce que ça vous préoccupe que maintenant, ça soit lui qui soit derrière, vraisemblablement, la nouvelle stratégie fédérale? Je ne peux pas présumer de l'identité de la personne qui est derrière la stratégie qui a été proposée hier. Est-ce qu'il est vraisemblable, compte tenu de son expertise, que Michael Sebia ait participé à l'élaboration de cette politique parce que c'est dans son expertise? Je ne peux pas présumer de ça, Monsieur le député. Très bien. Est-ce que vous êtes préoccupé qu'après cette démission assez inattendue, c'est votre gouvernement aussi qui avait réagi comme ça, que maintenant, celui qui avait toutes les clés et tous les chiffres de la stratégie québécoise en matière d'énergie soit maintenant un proche conseiller du premier ministre du Canada au moment où on reçoit cette politique pour laquelle vous n'avez pas été consulté? Écoutez, on a reçu le document hier en fin de journée. Nous sommes à l'évaluer, nous sommes à l'analyser et donc je me dois d'être prudent quant aux commentaires que je souhaite formuler. Donc, on va d'abord analyser le document, mais chose certaine, si vous me permettez, monsieur le député, je tiens quand même à réitérer la politique, appelons-la traditionnelle, des gouvernements québécois, peu importe leur couleur, c'est-à-dire que peu importe la stratégie qui sera mise de l'avant, nous ferons évidemment respecter nos compétences en matière d'énergie et de ressources naturelles. Les Québécois ont bâti avec l'argent de leurs impôts, de leurs taxes, avec l'intelligence des Québécoises et des Québécois, tout le réseau de production énergétique du Québec. 100% québécois. Est-ce que vous êtes préoccupé par le fait que le gouvernement fédéral se propose maintenant de mettre sur pied une stratégie nationale d'investissement qui pourrait en réalité financer les concurrents d'Hydro-Québec avec l'argent des Québécois, visant notamment une interconnexion de tous les réseaux d'Est en Ouest qui, à ce que je sache, n'est pas du tout dans la priorité du plan d'action d'Hydro-Québec. Est-ce que ça vous préoccupe? Bien, écoutez, quand vous dites que ça ne fait pas partie des priorités d'Hydro-Québec, je vous rappelle quand même que l'entente avec Terre-Neuve va nécessairement passer par une interconnexion entre les deux provinces. Il y a déjà de l'interconnexion. On parle de nouvelles, vraisemblablement de nouvelles interconnexions. Mais n'empêche, le principe, c'est que nous, on a bâti notre capacité énergétique 100% avec notre intelligence, nos bras, notre argent. Et là, le gouvernement fédéral, y compris avec de l'argent des Québécois, se propose de développer une nouvelle stratégie d'investissement. Si le passé est garant de l'avenir, ça va être une intrusion dans la compétence et dans la souveraineté énergétique historique du Québec. Donc, comment réagissez-vous face à cette annonce d'aujourd'hui? Écoutez, Monsieur le député, puis peut-être que le sous-ministre pourra venir compléter ma réponse ici, là, mais je tiens quand même à souligner qu'il existe déjà un programme fédéral qui permet d'obtenir un crédit sur l'investissement dans les infrastructures inter-provinces. Je pense que c'est important de le noter, ça existe déjà, cela. Là, ce que propose le gouvernement fédéral, encore une fois, c'est ce que j'ai lu.
C'est ce que j'ai lu dans ce qui a été rapporté par les médias. Je n'ai pas encore pris connaissance du document technique, là. Mais ce que j'ai lu, c'est que là, le gouvernement fédéral se propose d'aller plus loin et donc d'offrir un crédit à l'investissement pour des projets intra-provinciaux, donc à l'intérieur d'une même province. Alors, encore une fois, Monsieur le Président, nous allons prendre connaissance de la stratégie ou de la politique proposée par le gouvernement fédéral. Je veux être prudent, je ne veux pas faire des commentaires qui ne sont pas basés sur une analyse fine du texte. Alors, on va faire une analyse fine du texte et par la suite, on pourra aller plus loin dans les commentaires que nous ferons. Je comprends et j'apprécie votre saine prudence par rapport à une annonce qui vient d'être effectuée aujourd'hui, mais il y a quand même un principe très important, là. Il s'agit de la souveraineté énergétique du Québec, un domaine où le Québec a investi lui-même et a créé un géant à l'échelle nationale et internationale. Et je vois que vous semblez avoir une réaction assez timide. Il me semble que vous pourriez dire aujourd'hui, puis je vous invite à préciser votre réponse, mais que si vous allez protéger la souveraineté énergétique du Québec et que si, de fait, comme vous venez de le mentionner, il s'agit de projets principalement intra-provinciaux, est-ce que vous pouvez vous engager tout de suite à réclamer un droit de retrait à 100 % avec pleine compensation pour que le Québec continue de s'occuper lui-même de ses affaires et ne dépende pas de nouveau du fédéral à venir quêter des permissions du fédéral et à venir se faire imposer par le fédéral des décisions qui vont se prendre à la majorité à Ottawa, alors que nous n'avons pas la majorité à Ottawa. Est-ce que vous pouvez prendre cet engagement aujourd'hui de protéger la souveraineté énergétique du Québec? La réponse est oui. Est-ce que vous allez demander... Nous allons faire respecter, comme je l'ai dit dans ma première réponse, Monsieur le député, nous allons faire respecter les compétences du Québec en matière d'énergie et de ressources naturelles. Ce sont des compétences qui relèvent des provinces. Et donc, notre intention est ferme. On va tenir notre bout. Si c'est ça que vous voulez que je vous dise, on va tenir notre bout. Là où vous et moi, on se rejoint, je pense, c'est sur le fait que nous sommes deux fiers nationalistes. On ne pense pas nécessairement de la même manière pour ce qui est des moyens de l'exprimer. Mais, chose certaine, la protection, la préservation des pouvoirs du Québec, pouvoirs qui lui sont accordés par les textes, ces pouvoirs-là, ces compétences-là, on a l'intention de les faire respecter. Très bien. Je vous suggère néanmoins que ce qui est annoncé aujourd'hui présente des risques très importants pour la souveraineté énergétique du Québec parce que si le passé est garant de l'avenir, on le sait ce qui va se passer, le gouvernement fédéral va prendre toute la place. Le temps file, mais j'apprécie votre réponse, merci. Il y a environ un an, un peu moins d'un an, le projet de loi 69, qui est devenu la loi 24, a été adopté sous bâillon. C'est devenu donc la loi 24 sous bâillon. À l'époque, la première ministre, alors ministre de l'Énergie, a dit ceci pour justifier le bâillon, je la cite. « On a besoin du projet de loi 69 maintenant parce qu'il y a des projets, comme je l'indiquais, qui vont démarrer cet été, notamment celui dans Charlevoix, qui va pouvoir démarrer cet été, celui également au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui va également démarrer cet été, et ça va créer 1000 emplois payants en région et des économies de 6 milliards de dollars. Pourriez-vous me dire quel projet a été démarré à l'été 2025 au Québec? Combien d'emplois ont été créés et combien de milliards ont été économisés? Monsieur le Président, je vais prendre en délibéré cette question et je vais fournir une réponse un peu plus tard. J'admets que je ne connais pas la réponse à cette question qui est quand même assez technique. Alors, on va vérifier les faits, puis on va revenir au... Donc, c'est un engagement à fournir cette information-là? De revenir, oui, c'est ça. Oui. Vous acceptez ça, Monsieur le député Jean Oui, Talon? mais quand même, oui. Vous êtes le ministre de l'Énergie. Oui. Moi, j'ai devant moi le rapport annuel d'Hydro-Québec avec la liste des projets. Est-ce que vous pouvez me dire si, en 2025, disons, élargissons, après juin 2025, pourriez-vous me dire quels projets ont été démarrés, sont sortis de terre au Québec en matière d'éoliennes? Écoutez, Monsieur le Président,
je vais fournir cette réponse un peu plus tard lorsque j'en aurai vérifié les faits, lorsque j'aurai vérifié les faits. C'est encore un engagement de Mais je fournir pense, cette information à la commission? connaissant mon honorable collègue, avec son parcours d'avocat, je suis certain qu'il connaît la règle ne pas poser de questions à laquelle on ne connaît pas déjà la réponse. Je soupçonne qu'il connaît déjà la réponse. Je l'invite à me la fournir, comme ça on pourra avoir une discussion plus éclairée. Je glisse à l'oreille du ministre qu'il n'y a eu aucun projet qui a démarré, ni à l'été 2025, ni par la suite, que les emplois relatifs à ces projets-là n'ont pas été créés et que les milliards d'épargne requis ne sont pas arrivés. Je vous suggère même que les médias nous ont informé que le projet au Saguenay-Lac-Saint-Jean, auquel référait la ministre, a même été mis sur pause quelques jours plus tard. Donc, je vous suggère que ce qu'a dit la première ministre du Québec, alors ministre de l'Énergie, ne s'est pas avéré. Je vais surveiller ce que je dis, Monsieur le Président, et je vais dire était très inexact. Je peux dire, Monsieur le Président, c'est que il y a quand même eu des annonces qui ont été faites par Hydro-Québec pour des nouveaux projets éoliens. Et je pense que la présence de la PDG d'Hydro-Québec cet après-midi sera une belle occasion pour le député de Jean Talon d'aller plus loin dans ses questions sur ce thème. Très bien, j'apprécie cette réponse, mais je peux vous dire que ces projets dont les annonces ont été faites pour plus tard, je les connais bien. Ils étaient en négociation depuis un certain temps et ce sont des projets à long terme. Alors qu'on a adopté ce que votre gouvernement a dit être la plus grande réforme du secteur de l'énergie depuis des décennies, sous bâillon, sous ce prétexte-là, qui ne s'est pas avéré. Je vous amène à un autre sujet. Une autre des grandes promesses de votre gouvernement, c'est de faire un plan de gestion intégrée des ressources énergétiques, le PGIR. Vous avez déposé une version préliminaire de ce plan-là qui a été taillé en pièces, en réalité, par la Régie de l'énergie qui a dit, je la cite, que ça ne peut tenir lieu du plan intégré attendu, qu'il gagnerait en crédibilité s'il s'appuyait sur des scénarios de long terme identifiant des leviers concrets, les séquences décisionnelles, les responsabilités, dévoilant les mécanismes de révision et d'ajustement. Réponse de votre gouvernement, vous avez suspendu le processus alors qu'il y avait une promesse de déposer ce plan que tout le monde attend au Québec depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que les oppositions et que toute la société civile dit qu'on n'a pas le plan du gouvernement en matière énergétique. Que se passe-t-il avec votre plan? Parce que la session arrive à sa fin et la dernière promesse de votre prédécesseur, c'était que ça soit déposé à la fin de la session. Alors, que se passe-t-il avec votre plan en matière énergétique? Il n'y a rien de suspendu, Monsieur le Président. Il y a eu effectivement un avis de la Régie. Il y a des travaux qui sont faits présentement. Et notre intention, c'est toujours de déposer un document final le plus rapidement possible. Vous avez noté les critiques donc de la Régie de l'énergie sur le plan. Donc, on a hâte de voir les suites de cet avis dévastateur. Bon, ce plan-là, c'est un plan notamment basé sur des objectifs en décarbonation. Vous avez, comme ministre de l'Environnement, changé les objectifs de décarbonation. Vous les avez reportés de 2030 à 2035. Or, tout le plan d'Hydro-Québec est basé sur cette cible. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous revisez en conséquence la cible et les investissements qui sont maintenant prévus à l'article 155 de la loi 24? Est-ce que votre décision comme ministre de l'Environnement a un impact et pouvez-vous nous le chiffrer et nous dire lequel? Et s'il n'y en a pas, pouvez-vous nous expliquer comment le plan du gouvernement en matière énergétique peut encore tenir si les cibles sur lesquelles ils sont basés, elles, ont changé? Écoutez, Monsieur le Président, tout ce que je peux dire, c'est que lorsque nous allons déposer le PGIR, il sera en cohérence avec les différentes décisions gouvernementales qui ont été prises. Très bien. Il me reste combien de temps, Monsieur le Président? 19 secondes. Bon, merci, Monsieur le ministre. En 19 secondes, on n'aura pas le temps d'aller plus loin. Mais vous pourriez chanter. Mais je vous ai invité à le faire aujourd'hui en chambre. Malheureusement, on n'a plus de temps. C'est tout le temps que vous aviez. Merci. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, membre de l'équipe d'Hydro-Québec, bonjour.
Donc, le gouvernement fédéral de Mark Carney a annoncé ce matin sa nouvelle stratégie nationale d'électrification. J'ai entendu votre réponse à mon collègue il y a quelques minutes et je vous ai entendu en point de presse il y a quelques instants. J'aimerais savoir si vous avez été consulté par le gouvernement fédéral aux fins de ce plan. Jusqu'à présent. Donc, vous avez été informé à quel moment de l'existence de ce plan? En même temps que les ministres hier en fin de journée, hier soir. Très bien. J'ai bien entendu la prudence dont vous devez faire preuve parce que vous n'avez pas encore vu les détails. Néanmoins, le communiqué du gouvernement fédéral est clair sur les intentions. Construire des infrastructures nécessaires pour doubler la production d'électricité au Canada d'ici 2050 et relier les réseaux fragmentés du Canada de l'Est à l'Ouest par la construction et l'extension de lignes de transport d'électricité, notamment, entre autres. Il y en a 2 autres, des objectifs, mais j'aimerais me concentrer là-dessus. Est-ce que ces annonces s'inscrivent dans le cadre du plan d'action d'Hydro-Québec à l'horizon de 2035? Encore une fois, on n'a pas le détail de la stratégie énergétique du gouvernement fédéral. Cependant, on peut voir une certaine cohérence avec ce qu'on dit. Nous aussi, on dit que sur l'horizon de 2050, le besoin en électricité, en énergie renouvelable, va quasi doubler. Alors, c'est ce sur quoi on vise. Quand on se ramène à 2035, ce qu'on a dit, c'est qu'on visait un plan d'action, nous permettait d'ajouter 10 000 mégawatts de capacité supplémentaire, incluant, bien entendu, l'efficacité énergétique, qui est le moyen le plus efficace pour être capable de faire face à la demande devant nous et de consommer notre énergie précieuse de façon responsable. Alors, on voit une cohérence, mais on va se garder une réserve parce qu'on n'a pas vu le détail de ce qu'il y avait dans le programme ou la stratégie énergétique fédérale. Je conviens une nouvelle fois que vous n'avez pas encore vu les détails et que vous devez exercer une saine prudence. Néanmoins, compte tenu des intentions annoncées de ce programme fédéral, est-ce que vous voyez Hydro-Québec s'inscrire nécessairement dans le cadre de ce plan fédéral ou protéger l'autonomie d'Hydro-Québec et la souveraineté énergétique du Québec? Vous savez, en tant que PDG d'Hydro-Québec, mon rôle, c'est de défendre l'intérêt d'Hydro-Québec, mais l'intérêt des Québécois aussi. Alors, il est un peu trop pour se positionner, mais je peux vous dire que des interconnexions, ça existe déjà. On en a déjà avec le Nouveau-Brunswick, on en a déjà avec l'Ontario. L'Ontario ajoute de la capacité, on ajoute de la capacité, le Nouveau-Brunswick ajoute de la capacité. Alors, à terme, au-delà de 2035, comment on va tirer profit? Le Québec a ce que les autres n'ont pas un avantage, on a développé des grands réservoirs. Comment on va tirer profit de ces grands réservoirs-là qui agissent comme des batteries? C'est ça qui devrait guider nos intérêts pour les Québécois, pour garder les tarifs les plus bas et le service le plus fiable. Maintenant, je ne peux pas, encore une fois, parler du lien entre cette volonté ou ces intérêts-là et la stratégie fédérale parce que je ne sais pas le détail de tout ça. La stratégie fédérale indique, vous m'avez parlé d'interconnexion, je vais me concentrer maintenant sur la production. L'objectif, il est clair, il est indiqué ce matin par le gouvernement fédéral, c'est doubler la production d'électricité au Canada d'ici 2050. Hydro-Québec a ses propres cibles et son propre plan. Est-ce que vous voyez que nécessairement Hydro-Québec devra s'inscrire dans les cibles fédérales ou qu'Hydro-Québec va maintenir ses cibles et ses objectifs qui sont déjà dans le plan à l'horizon 2035? Bien, moi, je vois ça en cohérence. Notre objectif à nous, en 2050, au-delà de 2035, c'est de doubler la capacité. Maintenant, on va mettre la capacité dont on a besoin pour répondre aux intérêts et aux besoins des Québécois et du Québec. Avez-vous l'impression que vous allez être à armes égales compte tenu du fait que votre prédécesseur, Michael Sebia, est aujourd'hui l'un des plus proches conseillers du premier ministre Mark Carney et que jusqu'à sa démission soudaine au mois de juin l'année dernière, il avait avec lui les clés de toute la stratégie et tous les chiffres d'Hydro-Québec? Encore une fois, mon travail de PDG, ça va être de défendre les intérêts d'Hydro-Québec et des Québécois. Je ne peux pas présumer des intentions de qui que ce soit. Très bien. Je vous amène au plan d'action 2035 d'Hydro-Québec. Pourquoi? Parce que c'est un axe fondamental du développement économique et énergétique du Québec. Il y a une cible ambitieuse en matière de production et donc en matière d'investissement. Le plan d'action est dépendant notamment du plan de lutte au gaz à effet de serre. Et il y avait une cible qui était fixée en 2035, qui a été modifiée par le ministre de l'Économie, de l'Énergie et de l'Innovation, alors ministre de l'Environnement, à 2030. Donc, d'ici 2030, réduction de 37,5 %. Exact.
Est-ce que vous aviez des cibles qui allaient jusqu'à 2030 dans votre plan par rapport à 2035? Vous comprenez que mes questions sont sur l'adaptabilité et savoir si le plan tient encore compte tenu des cibles qui ont été modifiées en matière de réduction des gaz à effet de serre. Donc, vous, à Hydro-Québec, est-ce que dans votre plan, vous aviez des cibles à 2030 plutôt que 2035? Vous savez, nous, notre plan Hydro-Québec s'inscrit dans une horizon long terme. C'est pas pour rien qu'on parle de 2035. Quand on débute un projet pour ajouter de la capacité, ça prend plusieurs années. L'hydroélectricité, avant, c'était 10 ans. On a ramené ça avec un cycle d'environ 8 ans. L'éolien, un cycle de 4 ans à peu près pour être capable de développer ça. Alors nous, le séquencement des projets avance dans le temps. La mise en œuvre de notre plan, comme vous le savez, le maximum de nos investissements arrivait autour de 2030 à peu près. Alors pour nous, la cible de 2030 ne change en rien dans l'objectif de 2035. Il faut livrer ce 10 000 mégawatts-là pour 2035 et la séquence des projets, de toute façon, va suivre le cours. Hein? Quand on met en service des projets, on ne peut pas mettre la moitié d'un projet en service. Alors, c'est 1 000 mégawatts ou zéro. Si on a besoin de 1 000 mégawatts l'année suivante, on ne peut pas mettre 500 une année puis 500 l'année suivante. Alors, nous, on poursuit, on ajuste le plan comme toujours au fur et à mesure où on avance, mais l'objectif du plan, c'est de répondre aux besoins du Québec, autant en décarbonation qu'en développement économique. Oui. Alors, c'est ce qu'on suit. Et je voudrais ajouter à ça, on ne le réalise pas, mais en 2025, on a eu un record de la demande électrique au Québec. Plus de 185 TWh. Alors, la demande, bien qu'on ajuste certaines cibles, la demande se matérialise malgré tout et augmente malgré tout de façon importante. Néanmoins, le plan dépend aussi de la cible en matière d'approvisionnement. Et là, vous avez une cible qui était fixée à 2030, donc il fallait investir massivement pour décarboner et atteindre les cibles en 2030. Là, ça a été déplacé, cette cible-là, en 2035. Je veux bien comprendre votre réponse. Est-ce que vous êtes en train de me dire que ça ne change pas? Ou si ça change comment? Et est-ce que les cibles qui sont fixées dans le plan 2035 changent? Parce que là, on disait qu'il faut décarboner massivement. On a des objectifs à atteindre en 2030. Là, ce ne sont plus des objectifs pour 2030, ce sont des objectifs pour 2035. Donc, est-ce que vous aviez des cibles de quantité d'énergie nécessaires pour atteindre cette cible-là en 2030 qui nécessairement devrait changer pour 2035? Je vous répète ce que j'ai dit. Nous, la séquence du plan d'action demeure sur l'horizon de 2035. Le séquencement des projets demeure comme il était. Maintenant, est-ce qu'il y aura des ajustements à la marge? Peut-être, en fonction des besoins. Mais l'important, c'est de comprendre que le projet qui était pour être mis en service en 2030, il me donnait 1 000 mégawatts. Il n'y avait pas de flexibilité. Chaque projet amène un nombre de mégawatts pour le total de 10 000 en 2035. Alors, c'est cette flexibilité-là qui nous permet d'avancer dans la séquence. Mais ce que je peux vous dire par ailleurs, c'est que l'augmentation de la demande se matérialise malgré le ralentissement de cette norme de décarbonation-là. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, on peut résumer votre réponse en disant que le fait que le ministre de l'Environnement ait changé la cible de 5 ans ne change rien au plan d'Hydro-Québec à l'horizon 2035, c'est-à-dire que la cible, notamment fixée à l'article 155 de la loi 24, qui était le projet de loi 69 de 2025, elle demeure à 250 TWh au 1er janvier 2035 et que donc les investissements requis et que les cibles que vous avez fixées demeurent les mêmes. Ça demeure les mêmes. Encore une fois, je répète, le séquencement, l'optionnalité des projets et la réalisation des projets est en cours. Maintenant, l'objectif est toujours à 2035. Est-ce qu'il y a une mise à jour qui est envisagée quand même compte tenu de ces modifications-là? Hydro-Québec doit déposer à l'automne, du côté de la Régie de l'énergie, un nouveau plan d'approvisionnement en fonction des besoins. Alors, il y aura peut-être des ajustements, mais comme je répète, quand je mets en service une centrale de 1 000 mégawatts ou que je fais des groupes turbines alternateurs pour lesquels je rehausse la puissance, c'est 2 400 mégawatts. Je ne peux pas dire j'en fais la moitié. Quand je mets en service, c'est 2 400 mégawatts. Et une fois que le projet est parti, je ne peux pas dire je prends 7 ans pour le faire parce que les frais financiers augmentent, l'inefficience augmente. Alors, pour nous, le séquencement demeure. Maintenant, on voit, comme je le disais, une augmentation de la demande malgré ça. Très bien. Vos cibles dépendent aussi du plan d'approvisionnement 2023-2032. Et je vous amène à la page 9, parce que là, c'est quelle va être la demande d'énergie.
Et donc, quels investissements on doit faire pour répondre à cette demande-là, n'est-ce pas, hein, les sites d'approvisionnement? Et là, je vois que pour les grandes entreprises, pour le secteur industriel, alors que, par exemple, pour les grandes entreprises, en 2025, 2026, 2027, 2028, ça varie entre 0 et 2,4 la croissance. Soudainement, en 2029, c'est 7,3 Pour les autres grandes industries, alors quand ces années-là, les années précédentes, ça va de 4,9 à 6,5 soudainement, il y a une hausse en 2029 de 20,4 de la demande. Idem pour tous les secteurs, pétrole, mines, sidérurgie. Pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait que la planification d'Hydro-Québec, donc sur la quantité d'énergie dont on va avoir besoin, il y a un pic comme ça en 2029? Oui, bien, je vais demander à Dave de répondre, mais tu sais, la réponse à ça, c'est évidemment, ces chiffres-là vont être revus à l'automne pour le nouveau plan d'approvisionnement, bien entendu. Ils étaient basés aussi sur le cycle économique, sur la prévision économique, sur les projets aussi qui étaient connus au moment où on a déposé le dernier plan d'approvisionnement. Alors, je vais laisser Dave répondre par rapport au pourcentage, parce que je ne les connais pas par cœur, bien entendu, mais chose certaine, c'est que ces chiffres-là sont basés sur les projets qui étaient soumis ou qui étaient, je dirais, en élaboration pour le Québec. Et donc, avant de vous laisser parler, donc pour que les gens qui nous regardent comprennent, c'est que là, on parle de comment on prévoit la demande qui va déterminer ce dont on a besoin comme énergie et donc combien on investit pour se rendre là, notamment en matière de décarbonation. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans vos prévisions, sur 10 ans, il y a une espèce de pic comme ça en 2029 dans toutes les industries du Québec, dans tous les secteurs. Je voudrais comprendre pourquoi. Seconde. Donc, je corrige, c'est assurément pas dans tous les secteurs. Donc, l'exercice de prévision de demande se fait publiquement à la Régie de l'énergie. Puis, à chaque année, il y a une remise à jour. Donc, cette prévision-là a été déposée à la Régie, approuvée par la Régie de l'énergie et reflète, en effet, comme disait Mme Bouchard, le fait que lorsqu'il y a des filières qui s'accélèrent... M. Réaume, je dois des changements interrompre. technologiques. Ce bloc étant terminé,